Bonjour à tous et à toutes. C'est un sentiment chargé d'émotion aujourd'hui pour Veritas Solution Day où effectivement la majorité d'entre vous est à distance et c'est un exercice de style un petit peu compliqué pour un présentateur puisque d'habitude quand on est dans une salle, on a cette émulation, on croise des regards, on attire une attention particulière et la qualité d'un présentateur se nourrit de cette émulation dans une salle. Déjà, je tiens à vous remercier d'être présents parmi nous. Certains de nos clients et partenaires sont avec nous en présentiel. La majorité d'entre vous sont à distance. Merci d'avoir répondu présent à Veritas Solution Day. Quelques chiffres. Veritas, comme vous le savez, c'est 6000 personnes à travers le monde, mais c'est surtout un budget de R&D qui a oscillé au cours des années entre 15 et 25%. Sur un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, vous faites le calcul, c'est assez important. C'est un chiffre d'affaires R&D qui est supérieur au chiffre d'affaires de certains de nos compétiteurs. Si vous regardez le Magic Quadrant de Gartner, vous verrez que nous sommes présents dans ce Magic Quadrant depuis 16 années consécutives. Donc, nous sommes présents et accompagnons les entreprises depuis un certain nombre d'années dans leurs métiers traditionnels, mais surtout dans leurs évolutions. Nous allons parler aujourd'hui d'une étude qui adresse environ 2500 clients à travers le monde, dont un certain nombre en France. C'est pour ça qu'on fera un petit focus sur la France. Et cette étude, c'est Thomson Board, un cabinet d'audit et de conseil assez connu. Nous avons préféré choisir une typologie de clients dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à titre d'information. Donc, c'est 2500 clients qui ont répondu présents à cette étude. Vous allez voir au travers des slides qui vont se dérouler que les réponses, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, aussi à 2 ou 3% près, sont identiques. La vulnérabilité des entreprises. Vous avez entendu parler, dès qu'on regarde la télévision, on écoute la radio, on lit la presse, on ne parle que de ransomware. On ne parle que de vulnérabilité. Donc cette étude touche la responsabilité, la vulnérabilité, et c'est vrai que les services informatiques sont en première ligne aujourd'hui. Quand on regarde les différents domaines, sachez que quand on interroge nos clients, quelles sont leurs préoccupations? Elles s'articulent autour de ce qu'on appelle les 4 C. Le premier C, c'est le coût. Comment faire plus avec un budget constant, voire en régression? Donc, les coûts. Le deuxième C, c'est effectivement, vous prenez le premier item de cette vulnérabilité, c'est le cloud. Est-ce qu'on est en cloud privé? Est-ce qu'on est en cloud hybride? Est-ce qu'on a une approche multi-cloud? Tout ça poussé par les business units ou par les différents services de l'entreprise. Donc, comment apporter une sécurité accrue dans le cloud, une flexibilité, une souplesse et de pouvoir récupérer ces données à tout moment. Le troisième C, c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Alors, on s'articule autour de la cybercriminalité, de la cybercompliance, c'est la cyber. Le ransomware est intégré dans la cyber, c'est le troisième C. Et puis le quatrième C, bien évidemment, c'est toutes les régulations dues à la compliance. Quel que soit votre métier, nous sommes de plus en plus contraints à des réglementations qui se durcissent d'année en année. Donc cette étude a touché la vulnérabilité, vous voyez bien les différents classements et les pourcentages. Niveau de retard par rapport à la vulnérabilité, j'ajouterais, je vous laisse lire les pourcentages qui sont assez classiques et prévisibles, mais ce qui est important de noter, c'est qu'au cours de ces 18 derniers mois, on a dû faire face à une accélération de l'infrastructure,
mais l'infrastructure non pas en entreprise, mais dû au télétravail, il a fallu accélérer un certain nombre de process. Tous nos clients, vous, mesdames et messieurs, avez été confrontés à cette accélération depuis 2 ans, ou comment mettre en place une structure permettant aux collaborateurs de votre entreprise de travailler en toute sérénité. Que ce soit de l'infrastructure, que ce soit des applications, que ce soit du télétravail, l'accélération des Zoom, des Teams, des différents moyens de communication s'est faite, et le risque associé à ça. On estime qu'il faudra environ 2 années supplémentaires pour éliminer les vulnérabilités. Pourquoi on estime 2 années supplémentaires? Quand vous regardez les études, j'ai publié un article récemment où on parlait de cette problématique ransomware et comment on pourrait accélérer la palliation de ces problématiques grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. On se nourrit des expériences et l'intelligence artificielle en accélération dans l'ensemble des applications, des logiciels et même du hardware, va pouvoir apporter, grâce à son savoir-faire, une accélération sur la réduction de la vulnérabilité. Les gaps, le rythme, on avance vite, dans toutes les entreprises, on avance vite, que vous soyez une multinationale ou une société opérant sur le territoire national, 59% des répondants estiment que les mesures de leur organisation ont suivi le rythme. Ça veut dire que 41% sont encore en mode réactif. Et c'est toute la difficulté liée effectivement aux coûts, liée aux contraintes compliance, liées aux approches des différents services faisant des choix d'outsourcing vers le cloud de certains applicatifs. Eh bien, nos clients, vous, mesdames et messieurs, êtes confrontés à ces problématiques. Les technologies ont évolué, puisqu'on regarde, on parle de containerisation, on parle de nouveaux workloads. Le monde évolue à une vitesse folle et l'industrie informatique, notre industrie, le monde de la data, le monde de la protection de données et du data management évolue également très vite. On constate un manque de clarté quant à la technologie introduite. Ça, c'est le constat que font nos clients. On observe aussi un manque de clarté sur ce qui doit être protégé. Ça, vous le savez d'ores et déjà qu'un certain nombre de données, eh bien, qu'elles soient de la dark data ou des données redondantes, quand on estime que 34% et 49% des données sont des données qui vous coûtent cher et qui ne sont pas forcément utiles, eh bien, on sait qu'il y a une constatation sur une analyse des données et ensuite une classification et pour protéger au mieux ces données. Les derniers points. 82% ont connu des temps d'arrêt non planifiés au cours de ces 12 derniers mois. Ce qu'on dit fréquemment, c'est qu'1,3 entreprises a déjà subi au cours de ces 12 derniers mois une attaque. Certaines ne le communiquent pas, d'autres ont fait état et ont ostensiblement communiqué sur comment elles ont récupéré les données, mais nous sommes tous confrontés à cette problématique. Les problématiques de phishing interne aux collaborateurs d'une entreprise quand on travaille malheureusement en home office sont légion. Donc la formation, la communication au sein d'une entreprise pour que nos collaborateurs soient conscients de ces problématiques où un certain nombre de vulnérabilités est dû plus principalement aux collaborateurs qu'aux moyens d'infrastructures mises en place, quelque chose d'important. 68% disposent du budget nécessaire pour combler les lacunes technologiques. 68%, c'est beaucoup, vous me direz. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a quand même 32% qui ne disposent pas du budget. Donc, la notion de coût et la notion de budget est très importante compte tenu des évolutions. Et c'est là où Veritas peut jouer un rôle important pour vous aider à rationaliser, à faire des économies,
sur un certain nombre de postes et pouvoir vous aider à investir vers le futur. Donc, l'objectif aujourd'hui de cette journée, au travers des différents intervenants, de nos partenaires, de nos clients, d'une expérience client, d'un retour client, j'espère que tout au long de cette journée, vous aurez le plaisir ou l'envie de communiquer avec nos collaborateurs qui sont en direct et qui répondront en direct à vos questions. Donc vous avez un chat box et vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions en ligne. Ces questions seront répondues nous aurons réponse pendant la session avec nos partenaires. Je vais maintenant laisser la parole à notre président qui a tenu à communiquer. C'est une vidéo, bien évidemment. Cette vidéo est traduite, donc pas de problème de langue, même s'il parle un anglais assez académique. Eh bien, on va laisser la parole à notre président, Monsieur Gregius. As CEO of Veritas, I spend a lot of my time speaking with CIOs about their top challenges. Over the last half year, meeting the challenge of ransomware has risen to be the #1 priority for nearly every CIO I speak to. The top-down pressure and urgency to act is extremely high. No CEO wants to wake up and find that their business operations have been shut down because of a ransomware attack. Yet that's exactly what happened at Colonial Pipeline, where a devastating attack disrupted fuel supplies across the United States. No organization is immune from this threat. We are witnessing an alarming number of these types of attacks across the world, and it's one of the reasons that top government officials in many countries are imploring business leaders to protect themselves against the threat of ransomware. Ransomware has risen to the level of an existential threat to global business. Data from our recently published research indicates that 88% of organizations have experienced downtime in the last 12 months, with over half these organizations citing ransomware as the cause of this downtime. One company we know of has been around for hundreds of years, and after a recent ransomware attack was unable to manufacture product or invoice customers. Can you imagine? An enterprise that has been around longer than some countries in the world today, including the United States, could have gone out of business. The most advanced enterprises are figuring out how to handle a worst-case event, a cyber wildfire that goes through their data centers or cloud infrastructure and wipes out all their data. The key to being ready for the next attack is to ensure you have a multi-layered defense with no single point of failure. One example of a comprehensive multi-layered approach is the cybersecurity framework developed by the National Institute of Standards and Technology, adopted by many organizations in both private and public sectors across the globe. The 3 elements of the NIST framework that are key to cyber resiliency are protect, detect, and recover. Using Veritas solutions, you'll have answers to the following questions. How do you protect the core data you need to run the enterprise? How do you detect a cybersecurity incident as early as possible? How do you restore capabilities that have been impaired as soon as possible? In a ransomware attack, your primary storage systems are compromised, and you must rely on your secondary or backup storage. Backup and secondary storage is the last line of defense, the insurance policy. The first step is to make sure that you're upgrading your secondary storage systems to the latest version, in the same way you keep your primary systems and endpoints upgraded. That way, you're getting the latest patches and capabilities from your vendors. Don't try to fight today's ransomware with yesterday's technology. Upgrade to the latest version of NetBackup as soon as possible. Second, redundancy is critical and provides cheap insurance since the cost of storage is so low. We recommend multiple copies of data stored on different media types. The rule of 3-2-1 provides a minimum standard, 3 copies of data on 2 different media types with 1 offsite.
one or more of the copies should be on immutable storage. There are many implementations of immutability, good old-fashioned tape, disk, and even the cloud. I would use more than one. Nobody supports more immutable storage options than Veritas. Third, the solution chain that comprises the backup infrastructure needs to be completely hardened end-to-end. That means taking a zero-trust approach, encrypting the data at rest and in transit, using two-factor authentication, and hardening the operating systems. You also need solid role-based access control. Very few people should have access to data, and nobody that has access to primary data should also have access to secondary data. During the rest of this solution day, we'll dive deeper into the subject and host a technical walkthrough of the specific steps you and your IT teams can take to get to an improved ransomware resilient state in the future. By partnering with Veritas, upgrading to the latest versions of NetBackup, and standardizing data protection operations onto one platform, you'll gain confidence in your ability to protect yourself against the inevitability of a ransomware attack. Thank you for being on this journey with us. Merci Greg. C'est toujours compliqué cet exercice de style. Avant d'appeler notre CTO Daniel Deprézeau sur scène à mes côtés, scène virtuelle et scène présente, simplement un chiffre. Pendant ces 2 dernières années où nous avons tous subi ou provoqué ou anticipé certaines problématiques, Veritas a innové. Veritas a acheté 3 sociétés pour conforter les 3 piliers de notre innovation. Une société sur l'avabilité, on vous en parlera tout à l'heure, une société dans la protection de données et surtout dans le domaine du SaaS, une société qui est née dans le cloud, et vous avez vu l'annonce que Microsoft avec Veritas ont conjointement fait durant Insight, et puis une 3e société dans le domaine de l'Insight pour tout ce qui est analyse interne des données. Donc ces 3 sociétés sont issues et renforcent l'innovation de Veritas. Sachez d'ores et déjà que notre groupe a provisionné un certain nombre de millions de dollars pour faire l'acquisition de sociétés dans les mois à venir. Donc nous avons une stratégie d'innovation offensive pour répondre à vos attentes. Sur ce, je vais laisser la parole à Daniel Deprézeau, notre CTO. Daniel, up to you. Alors la question de la journée, c'est faut-il avoir peur ou faut-il pas avoir peur? Vous connaissez certainement ce proverbe tibétain qui dit si votre problème a une solution, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et puis si votre problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'avancera pas pour autant les choses. Et je trouve que ça s'applique assez bien à notre problématique parce que ça ne sert à rien de s'inquiéter, le problème il est là, il est chez nous, il est partout. Toutes les 10 secondes, je crois, il y a une attaque dans le monde, donc de toute façon, on ne va pas faire la politique de l'autruche, il est là. Donc s'inquiéter n'apporte pas, il faut plutôt agir. Et puis de l'autre côté, je dirais qu'il n'y a pas non plus raison de s'inquiéter outre mesure, puisqu'on a des solutions pour le prévenir, et puis surtout pour y remédier, et c'est vraiment le sujet de cette journée. Donc je dirais que la bonne nouvelle aussi, une autre bonne nouvelle de la journée, c'est qu'il n'y a pas non plus besoin d'aller chercher des choses très très miraculeuses. Finalement, il faut faire ce qu'on a toujours fait, mais le faire proprement. Il faut continuer à protéger nos données, nos applications, mais surtout à les protéger avec les armes d'aujourd'hui, parce que protéger les challenges aujourd'hui avec les armes d'hier, ça ne va pas très très bien marcher. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer aujourd'hui de faire ce voyage, de voir quelles sont les armes qu'on a aujourd'hui, comment on les met en œuvre selon les différents problèmes que l'on peut rencontrer. Alors je vais vous ressortir certains chiffres qui sont un tout petit peu différents peut-être que ceux de Jean-Pierre, parce que les miens sont au niveau mondial, alors que ceux de Jean-Pierre étaient vraiment ciblés sur les données France. Mais
tout ça pour vous dire qu'au cours des 6 premiers mois de 2001, il y a eu plus de 300 millions d'attaques ransomware. C'est 4 fois plus que de toute l'année 2020. Ça veut dire environ une attaque toutes les 10 secondes. Je vous laisse faire le calcul exact. Et pourquoi il y en a autant? C'est qu'en fait, c'est très très facile de faire une attaque par ransomware. Il n'y a pas besoin d'être un super cadre de la sécurité ou du hacking. Il suffit de payer sa cotisation, ransomware as a service. Il y a des groupes spécialisés là-dessus. Ils s'appellent Egregor, Ryuk, d'autres noms tous aussi étranges les uns que les autres, pour citer uniquement ceux d'ailleurs qui ont attaqué en France. Et c'est un marché quand même de 20 milliards de dollars estimé sur l'année 2021. Donc, écoutez, c'est tellement facile que ça ne peut pas s'arrêter aussi rapidement que ça. Heureusement, tous les ransomware, toutes ces attaques ne font pas mouche. La grande majorité est évitée. Mais par contre, on voit quand même que sur les 12 derniers mois, en moyenne, 2,5 attaques ont attaqué les entreprises. Et quand on connaît le coût de l'indisponibilité pour une grosse entreprise, c'est de l'ordre de 2 millions de dollars de l'heure, ça fait quand même tout de suite assez mal. Et si j'étais taquin, je sortirais mon téléphone mobile, je ne peux pas y résister. Et je vous montrerai, ce matin, j'ai essayé de me connecter sur ma mutuelle. Et vous voyez ce qu'il y a. Heureusement, ils disent toujours avec vous, mais malheureusement, ils disent aussi, écoutez, nous subissons actuellement une cyberattaque depuis le 27 novembre. Nous vous contacterons ultérieurement. Donc, je suis sûr qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait au niveau sécurité, mais malheureusement, c'est quand même encore passé une fois de plus. Donc oui, les attaques rentrent, pénètrent. Le niveau zéro de risque n'existe pas. Donc, ça ne suffit pas tout seul la sécurité. Il faut aller voir l'étape d'après et être prêt à réagir lorsque l'attaque passe. Alors, les challenges, une fois qu'on sait qu'il va passer, c'est de se dire déjà comment limiter quand même, parce qu'il faut quand même limiter, il ne faut pas laisser une passoire. Et puis de se dire, si cette attaque est passée, comment je vais limiter les interruptions de service. Et puis, le dernier point, qui n'est pas le plus simple en réalité, c'est de se dire, maintenant que je suis en interruption de service, j'ai perdu des données, comment je vais remettre en service et comment je vais savoir si mes données sont saines. Est-ce qu'il faut que je revienne 2 heures en arrière, 2 jours en arrière, 2 mois en arrière? Et c'est vraiment là le challenge. Et donc, il y a pas mal de pistes de réflexion. Il y en a beaucoup, mais vous allez voir que tout ça, ça tient en une seule phrase. Et je vais essayer d'y arriver. Mais la première chose qui est assez puissant comme réflexion, c'est qu'on a trop tendance à penser que le malware est quelque chose qui est à l'extérieur de l'entreprise ou l'organisation et qui veut y rentrer. En fait, non, elle est déjà là. Il est déjà là, il est déjà chez vous. Je ne veux pas vous inquiéter, mais il est déjà chez vous. Parce que vous avez, comme le disait Jean-Pierre, des dark data sur lesquels vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc typiquement, si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui s'y cache et qui est en train de gangréner peu à peu votre système informatique. Après, les hackers, ils sont malins. De même que nous, plus on met des barrières hautes, eux, plus ils essaient de les faire tomber, c'est normal. Donc aujourd'hui, la première chose qu'ils font, c'est de s'attaquer au backup. Parce qu'en s'attaquant au backup, ils savent que si l'attaque passe, forcément, vous aurez beaucoup moins de possibilités de ne pas payer la rançon. Et quand on voit le coût de 2,3 millions que coûte une heure d'indisponibilité, même si vous finissez quand même par restaurer à la fin, quelque part, ça vous aura coûté très très cher, sachant que, comme vous voyez, plus d'un tiers des entreprises mettent plus d'une semaine pour se relever. Et puis, il y a un autre truc aussi sur lequel ils sont très malins, c'est comment ils font justement, quand je vous disais, ils sont déjà là, comment ils font pour rentrer chez vous? Ils font diversion. Ils font souvent diversion. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer en frontal, où toute l'équipe de sécurité va clignoter, attention, il se passe quelque chose. Ils vont simuler probablement un autre type, par exemple, une attaque par déni de service. Comme ça, toute l'équipe de sécurité va se mobiliser là-dessus, à se régler de ça. Et pendant ce temps, discrètement, je glisse quelque chose qui va dormir, là, comme ça, tranquillement, pendant des mois, des semaines, qui va commencer à gangrener tout seul, tout ça, qui va peut-être casser le système de backup. Et puis, à la fin, vu que tout est gangréné, on a un peu tendance à payer la rançon, et 60% finissent par payer la rançon, soit de façon complète, soit de façon partielle. Donc, je vais essayer de prendre le challenge de dire tout ça en une seule phrase. Allez. En fait, les hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont tendance à faire diversion pour faire rentrer discrètement un ransomware qui va dormir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans votre data, et pendant ce temps, ils vont détruire vos moyens de réponse, de façon à ce que le jour où vous avez besoin de repartir, vous n'ayez pas tellement le choix, et pour éviter le coût énorme du downtime, vous finissez par payer la rançon. Pas mal, hein? Je vous la referai.
Alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez Veritas? Effectivement, si on reprend tous ces constats ensemble, on se dit la seule façon de s'en sortir au final, c'est pas de penser que sécurité, c'est pas penser backup, restauration, c'est de penser l'ensemble et de se dire il faut faire une protection à plusieurs niveaux de façon à traiter tous les cas possibles. Et donc notre démarche, elle est vraiment basée sur deux choses importantes. La première chose, c'est le principe du zéro trust, c'est-à-dire on ne fait plus confiance. On ne peut plus aujourd'hui faire confiance dans l'informatique, et on va voir concrètement ce que ça veut dire. Et puis le deuxième truc, c'est de se dire comment on fait un framework, un cadre de réponse pour pouvoir réagir, anticiper et réagir si le besoin s'en fait sentir, et c'est le NIST. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le modèle Zero Trust? Alors, c'est un buzzword déjà, on peut le dire, comme ça s'est fait. Mais concrètement, ce que c'est de dire aucune personne physique ou équipement ne devrait par défaut avoir le droit d'accéder des ressources de l'entreprise, sauf s'il y a été explicitement autorisé pour les tâches particulières. Donc, par défaut, on ne fait pas confiance, et après, on délimite qui a le droit à accéder aux ressources. Et donc, ça se décline sur plusieurs aspects. Et le premier aspect, évidemment, c'est de se dire comment je contrôle les utilisateurs. Donc, on va parler évidemment de gestion d'accès avec de l'authentification multifacteur pour être sûr que la personne qui se connecte ou le périphérique, c'est bien la bonne. Et puis aussi d'aller encadrer par de la gestion de rôle, du contrôle d'accès par gestion de rôle. Après, le deuxième aspect, c'est aussi le chiffrement des données. Et le chiffrement des données doit se faire évidemment pendant le transit et au stockage. Pourquoi? Parce que dans ces données, il y a, en dehors du fait qu'il y a vos données à vous qui sont très utiles et qui sont peut-être des secrets de fabrication, des secrets médicaux, etc., il y a aussi souvent des métadonnées qui peuvent être des credentials pour aller attaquer autre chose. Donc c'est super important que toutes les données soient chiffrées. Encore une fois, je ne fais pas confiance que deux machines communiquent des credentials si elles ne sont pas chiffrées, car je ne sais pas jusqu'où ça peut m'emmener. Après, l'autre point, c'est limiter l'accès aux sauvegardes. On dit souvent les entreprises sont gangrénées par les silos. Là, pour le coup, c'est un bon silo. Idéalement, aucun utilisateur qui a accès aux données primaires ne devrait pouvoir accéder aux sauvegardes. Pourquoi? Tout simplement parce que si quelqu'un pète les plombs au niveau des données primaires, il faut lui éviter d'aller faire la même chose sur les données de sauvegarde. Et puis évidemment, le dernier point, c'est l'analytique, la partie sécurité, analyse pour gérer, monitorer et essayer de limiter tous les impacts d'une activité malicieuse. L'autre point sur lequel nous nous basons, c'est le NIST. Comme l'a dit Greg, le NIST, que je sais, c'est le National Institute of Standards and Technology, qui est évidemment la référence aux États-Unis, qui est utilisée dans beaucoup de pays du monde, sauf en France, où effectivement, nous, on préfère l'ANSI, Cocorico. Mais au final, ça parle le même langage, tout ça. C'est des bonnes pratiques, bien établies, retour d'expériences concrets sur les entreprises, sur les organisations, de façon effectivement à se dire quel est le cadre, quel est le framework pour pouvoir gérer la sécurité. Et typiquement en France, on va parler de normes ISO 27001, ISO 27002, sur ces termes de sécurité. Et nous, effectivement, par rapport à notre cœur métier, évidemment, on se focalise sur 3 points particuliers de ce NIST. Recover, donc c'est la partie restauration, Protect, la partie protection, et détecter, la partie détection. Donc on va commencer par la protection. Et protection, en fait, l'idée, c'est de savoir protéger toutes les sources de données, tous les types de données, où qu'ils soient, quels qu'elles soient, à n'importe quel instant. Ensuite, il y a la partie détection. La partie détection, encore une fois, c'est de ne pas se rendre compte trop tard qu'il s'est passé quelque chose. Je vous disais que le ransomware pouvait être dormant pendant une semaine, 1 mois, 2 mois. Si vous n'êtes pas capable de le détecter assez vite, vous pouvez vous trouver même dans une situation où vous allez restaurer des données vieilles, mais qui hébergent déjà ce malware. Et puis le dernier point, c'est la restauration, puisque au final, si on fait de la sauvegarde, c'est malheureusement pour pouvoir faire de la restauration si besoin. Et là, il y a tout un panel de types de restauration à faire. Ça peut aller de la restauration la plus simple, un granulaire, un fichier, mais ça peut être d'un désastre complet de devoir repartir vers un site de secours, vers le cloud, ou alors faire du test vers un bac à sable. Je vous fais grâce de lire tout ce qu'il y a dans la partie droite, parce que même moi, je n'arrive pas à le lire sur les différentes normes. Si on regarde un peu plus au niveau donc, Veritas, comment on fait ça, donc Protect, Detect, Recover, effectivement, c'est la première idée protégée, je vous disais, c'est on ne peut pas protéger si on n'est pas capable de couvrir l'ensemble, parce que l'endroit où ce n'est pas protégé, c'est l'endroit par où le mal va rentrer. Donc ça, c'est
Et donc, effectivement, nous sommes fiers de dire que nous supportons aujourd'hui plus de 800 workloads, que ce soit les nouveaux workloads, que ce soit des workloads un peu plus traditionnels. Et ça, c'est quand même la fondation même d'une protection réussie. Ensuite, le deuxième point qu'on voudrait traiter aujourd'hui, dont on voudrait parler aujourd'hui sur la partie protection, c'est pas seulement protéger les workloads, mais pour se protéger soi-même, pour éviter justement que les hackers viennent tuer les backups et viennent rendre toute possibilité de recours complètement impossible. Et là, on va voir qu'on va parler de prévention d'intrusion en particulier et d'immuabilité. Et c'est le point juste en dessous. Détection. Alors, détection, il y a plusieurs niveaux de la détection. Là aussi, on va pouvoir imaginer tout le panel. Tout d'abord, NetBackup offre des possibilités de détection d'anomalies. Et on va voir un peu comment ça marche, mais c'est intéressant parce qu'en fait, NetBackup va analyser des masses de données et va dire à un moment donné, ouh là, il se passe quelque chose de pas très clair, ça serait peut-être le moment d'aller voir ce qui s'y passe. On verra après. Il y a aussi la possibilité de scanner pour les malwares. À partir du moment où on a des sauvegardes, on sait par exemple, lorsqu'on sauvegarde des serveurs frontaux sous Windows, typiquement ce sont des points faibles d'une infrastructure au niveau sécurité. Pourquoi ne pas aller faire un instant access, une instance recovery pour aller justement vérifier la bonne santé de ces zones de plus à risque. Et puis le dernier point, c'est la vérification du plan de secours complet. Et là, on va voir aussi que beaucoup trop d'entreprises font des tests de DR trop rarement. Le mot « trop rarement » est très relatif, parce que qu'est-ce que c'est, 1 mois, 2 mois, 3 mois? Mais on va voir que c'est déjà beaucoup. Et puis Recover. Recover, c'est fournir la possibilité de restaurer par rapport à la bonne problématique. Il n'y a pas de one size fits all. Il faut être capable de restaurer localement, granulairement, en instant recovery, dans le cloud ou en masse, selon le type d'incident. Alors on va s'attarder maintenant sur la protection, puisque c'est quand même le but de la journée. Donc ça représente un peu vos data centers et vos clouds. En gros, il y a une multitude d'applications et de types de données qui y tournent, des récentes, des plus récentes. Donc probablement celles-là, vous les avez tous aujourd'hui. Et puis il y en a encore d'autres qui ne sont pas listées là, que vous avez peut-être, du Cassandra, du Hadoop et autre chose. Et donc ce qui est important, c'est de pouvoir tout protéger, comme je disais, parce que si on fait abstraction de certaines choses, c'est sûrement là où la faille va rentrer. Et quand on voit les imbrications entre tout ça, lorsqu'on voit une application dans sa totalité, on se dit que si j'ai protégé les 3/4 de mes données, si je ne suis pas capable de restaurer le dernier quart, finalement, je n'ai pas fait grand-chose au final. Et puis derrière, il y a l'infrastructure de protection. Et l'infrastructure de protection, pour ceux qui connaissent bien le backup, elle peut commencer par la plus simple forme, c'est un serveur primaire. On l'appelait autrefois le serveur maître, qui lui-même venait être secouru par des serveurs secondaires, qu'on appelle aujourd'hui les services net backup, pour pouvoir scaler horizontalement, de façon à dire, plus j'ai de volumétrie à traiter, plus j'ai de sites différents, plus j'ai besoin justement d'étendre la puissance de traitement. Et puis derrière, évidemment, il y a le support final. Et là, on couvre, comme vous le savez, un nombre de supports finaux assez exhaustif, puisque déjà nous-mêmes, nous fournissons nos propres appliances, et on verra tout à l'heure pourquoi nos appliances quel est leur différentiel. On est capable de s'interfacer avec des appliances de nos partenaires. Évidemment, on est capable de faire beaucoup de choses avec le cloud, aussi bien en sauvegarde qu'en restauration. Et puis la bande, pour les fidèles de la bande est toujours un élément que nous supportons et que nous considérons à part entière. Si on regarde là-dessus, aujourd'hui, ce qu'on sait faire de plus sur la protection, c'est la partie immuabilité. Alors la partie immuabilité, je vais la détailler un petit peu après. Mais principalement, l'idée, c'est de se dire que lorsque une image de sauvegarde est arrivée sur ce support, elle ne peut plus changer. Ce n'est pas tout à fait la même chose que du worm, parce qu'une image immuable est une image qui vit, mais qui ne peut pas être effacée de façon incongrue, on va dire. Et alors, nous sommes compatibles avec les appliances du marché compatibles, évidemment, et puis aussi dans le cloud, par exemple avec l'Object Lock de Amazon, pour en citer un. Et évidemment, la bande, il suffit de bouger le petit verrou et elle est immuable. Il y a une fonctionnalité aussi de simple dans les backups que tout le monde connaît, probablement, qui existe depuis maintenant des années, et je pense que c'est probablement la fonctionnalité la plus déployée chez nos clients, c'est l'AIR, l'Auto-Image Replication, qui nous permet de créer ce qu'on appelle un air gap, parce que le site distant a des credentials différents. Donc si on vous a piraté vos credentials de site de primaire,
on ne va pas pouvoir forcément se connecter et aller attaquer le suivant, et puis aussi avec une connectivité très restante. Et ce site secouru permet à la fois d'avoir les données et le catalogue pour pouvoir repartir en cas de désastre majeur. Donc ça, c'est la big picture. Après, évidemment, je vais creuser là où c'est peut-être un peu plus inconnu pour vous et un peu plus nouveau, si on parle justement de la partie sécurité. Donc là, je vais vraiment faire le focus sur nos appliances, parce que, en fait, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que nous avons des appliances dans le catalogue, et peut-être certains d'entre vous se rappellent qu'à l'époque, nous faisons partie d'une société de sécurité, et donc nous avions adopté sur nos appliances un produit qui s'appelait Data Center Security, dont le but était justement de prévenir toute forme d'intrusion. Et évidemment, on n'a pas abandonné ça, même si aujourd'hui Veritas est complètement autonome, mais on a poursuivi la démarche, et aujourd'hui on le fait évoluer avec du SE Linux, qui est en fait un kernel de sécurité de Linux, de façon à pouvoir le durcir. Donc ça, le but c'est quoi? C'est simple, c'est de se dire, avec ces outils, je vais pouvoir prévenir toute action indésirable et toute connexion indésirable de personnes extérieures. Donc c'est vraiment la partie durcissement de qui accède à l'appliance, donc au dépôt de données, et qu'est-ce qu'il en fait. Et puis ensuite, il y a toute la gamme d'autres services qui vient se coller dessus. Zero Trust Communication, ça ce sont des certificats que NetBackup, évidemment, échange avec l'appliance. Toute personne ou tout client, toute machine qui n'a pas ce certificat ne pourra jamais accéder, ni dans un sens, ni dans l'autre, à l'appliance. Zero Trust Process, là l'idée c'est de se dire, sur cette appliance, qu'est-ce qui peut s'exécuter? Évidemment, il y a un noyau, il y a un kernel, il y a un OS dessous, avec des commandes. Typiquement, là-dedans, on a blacklisté des opérations comme effacer, RM, pour en dire en termes Unix. Donc on va publier une whitelist, une halo listing, ça s'appelle maintenant, dans lequel on va lister justement les choses que l'appliance a le droit d'exécuter. Après, il y a un Zero Trust Privilege. Là, on va plutôt se positionner au niveau de l'utilisateur, c'est-à-dire que tous les utilisateurs, y compris root, aucun utilisateur plutôt, y compris root, ne pourra se connecter sur l'appliance autrement que par le CLIH qui lui donnera des droits limités. Donc il n'est pas question de rentrer en tant que root, de tout effacer, il n'est pas question de faire un boot system pour pouvoir s'y connecter, tout est verrouillé. Et évidemment, lorsqu'on a fait tout ça, on a réduit la surface de l'attaque, on a limité l'accès aux utilisateurs non autorisés et on a limité le champ des possibles aux utilisateurs autorisés. Donc c'est vraiment une pierre fondamentale et c'est vraiment un différenciant important de notre technologie par rapport à d'autres technologies du marché. La deuxième étape, maintenant que j'ai protégé la boîte, c'est de protéger la sauvegarde elle-même. Et là, on va parler d'immuabilité du stockage. Ce qui est intéressant sur cette slide, si vous regardez bien, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la partie de gauche et la partie de droite, jusque-là ça va. Mais c'est que la partie de gauche est contrôlée par l'équipe de sauvegarde, là où la partie de droite est contrôlée par l'équipe de sécurité. En fait, c'est un peu comme le piano qui est là-bas, c'est une approche à quatre mains. Ça veut dire qu'aucune des deux parties ne peut travailler, ne peut faire quelque chose de dégâts sans avoir parlé à l'autre partie. Si vous regardez le petit carré gris, ce que l'on voit, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une compliance clock. C'est quoi une compliance clock? En fait, c'est une horloge intégrée dans l'outil, indépendante de l'horloge système, et ce qui permet que même si quelqu'un essaie de rentrer sur le système et de changer l'heure en disant tiens, je vais déplacer l'heure à 2038, ça va tout effacer, ça n'effacera rien, parce que la compliance, le backup est stocké avec cette horloge de conformité qui est en fait un décompte de nombre de secondes, et de toute façon, il sera totalement impossible d'expirer des sauvegardes comme ça. Ensuite, il y a deux modes d'immuabilité. Un mode dit compliance et un mode dit enterprise. Le mode compliance, c'est un mode qui verrouille tout. En gros, si vous lancez une sauvegarde avec un mode compliant, elle ne pourra jamais expirer jusqu'à la date et l'heure choisie au départ. Aucun administrateur, ni sécurité, ni backup ne sera capable de la faire expirer. Il y a une option qui est un peu plus souple, qui est le mode enterprise, où là, les deux équipes vont pouvoir se parler et décider si elles sont d'accord et si elles ont la validation d'effacer le verrou et de faire expirer manuellement des données, mais toujours sous le contrôle des deux équipes. Donc, une horloge de conformité, indépendante de l'horloge système, deux modes de conformité, deux modes d'immutabilité, d'immuabilité, le mode compliance et le mode enterprise. Si on parle sur la partie détection, maintenant qu'on a fini sur la partie sécurité de la protection,
on peut reprendre le même schéma, le même slide, mais de penser dans le mode détection. Alors, effectivement, je vous ai donné en apéritif l'idée de pouvoir détecter à la volée des comportements anormaux, mais si on commençait déjà par savoir ce qu'il y avait dans nos données, dans nos dark data, et là-dessus, on n'est pas au niveau de la protection, on n'est pas au niveau NetBackup, on est plutôt au niveau du monitoring, plutôt au niveau de l'analytique. Et donc chez Veritas, nous disposons, vous le savez probablement tous, de 2 outils principaux. Un s'appelle Data Insight, qui permet d'analyser des données en live à la volée, savoir quels sont les droits d'accès, qui y accède, quand ils ont été modifiés. Et puis plutôt un outil qui s'appelle Aptar, qui est plutôt analytique, qui permet plutôt de corréler les événements. Et donc déjà, on a une capacité de détection au niveau des données primaires. Après, on arrive à la détection pendant la sauvegarde, pendant que la sauvegarde se déroule. Donc là, l'idée, c'est quoi? Et on va creuser juste après la chose, c'est de se dire, pendant que la sauvegarde se déroule, NetBackup va envoyer des alertes sur quelque chose qui n'est pas habituel. Quelque chose qui n'est pas habituel, c'est par exemple un taux de déduplication qui a une variation, tout d'un coup, beaucoup plus élevé que d'habitude, ou un nombre de fichiers qui est beaucoup moins important que d'habitude. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a quelque chose d'anormal, mais en tout cas, ça veut dire que ça vaut la peine d'aller investiguer pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer à cet instant donné. Et puis ensuite, le dernier point, c'est d'aller scanner les images de sauvegarde. Quand je dis scanner les images de sauvegarde, c'est qu'on a des fonctions distant access, on a des fonctions de restauration vers un bac à sable, donc on peut très bien, de façon aléatoire ou de façon précise, suite à une détection d'anomalie, aller voir cette sauvegarde si elle contient des choses pas très saines. Alors comment ça marche la détection d'anomalies, puisque c'est quand même la plus grosse nouveauté dans notre offre, apparue avec NetBackup 9.1. En fait, il faut imaginer le fonctionnement du détecteur de mensonges. Alors, je ne suis pas un expert en fait, mais je l'ai lu dans la presse. Donc le détecteur de mensonges, c'est quoi? En fait, quand vous passez sur une détection de mensonges, et j'espère que personne n'y passera jamais, a priori l'idée c'est d'étalonner certains paramètres de l'individu en lui posant des questions simples. Des questions basiques, quel âge avez-vous, quelle est la couleur de vos yeux, etc. Et donc, effectivement, on va stocker des tas d'informations, par exemple sur sa fréquence cardiaque, sur sa conductivité au niveau de la peau, sur sa pression de sang. Et ensuite commence l'examen réel, pendant lequel on va commencer à lui poser des questions un peu plus intrusives. Et là, ce qui va se passer, c'est que s'il y a un mensonge, effectivement, on va avoir des réponses qui sont un petit peu différentes à l'habitude. Et donc, on va avoir une fréquence cardiaque qui va s'accélérer, la personne va peut-être transpirer, modifier la conductivité au niveau de la peau. Et donc, tout ça, c'est des petites choses qui vont être détectées. L'anomalie détection va faire exactement ça. Il va y avoir un pré-étalonnage avec l'historique des backups, c'est la partie machine learning. Et ensuite, avec les backups suivants, il va y avoir la partie plutôt intelligence artificielle, de se dire, attention, là, il se passe quelque chose qui n'est pas habituel, allez vérifier plutôt ce qui se passe. Alors, c'est basé typiquement sur le nombre de fichiers, sur la taille de la sauvegarde, sur le taux de déduplication, la durée de la sauvegarde. En fait, c'est des choses comme ça qu'il va analyser. Ça ne semble rien, c'est simple de faire ça. Sauf que quand vous avez 10 000 jobs par jour, je vous souhaite du courage si vous n'avez pas un moyen d'automatiser le processus. Et là, NetBackup va renvoyer des événements qui sont en dehors du normal. Donc, par exemple, ce point qui représente ce que vous voulez, aujourd'hui, il n'est pas dans la moyenne, dans ce qu'on appelle le cluster. Donc, forcément, il s'est passé quelque chose là. Normal, pas normal, à vous de l'analyser, mais il s'est passé quelque chose. Évidemment, l'alerte, plus le point est distant du cluster, plus l'alerte est forte et plus il est important d'aller regarder ce qui s'y passe. Et puis, on a la possibilité, avec les équipes de backup et l'équipe de sécurité aussi, d'identifier des faux positifs et de se dire, oui, mais là, c'est parce qu'on sait que tous les mois, il y a une sauvegarde particulière qui prend en compte autre chose en plus. Donc voilà, ça, c'est vraiment le principe de l'anomalie détection, donc qui n'est pas en temps réel, mais presque en temps réel, c'est à la fin du job où toutes ces stats sont collectées et les alertes sont envoyées de façon à pouvoir voir ce qui s'est passé derrière. Alors voilà, pour récapituler, il y a 3 façons de faire la détection, il y a 3 endroits où on peut faire la détection. Le premier est pendant les sauvegardes, je vous ai parlé de l'anomalie détection. Le deuxième, c'est après les sauvegardes, pour aller scanner des zones à risque, instant recovery, instant access, restauration vers un bac à sable. Et puis le dernier, en fait, il n'existe pas. C'est une automatisation d'un scanning pendant la restauration.
C'est la roadmap à très court terme. Donc c'est tout simplement l'interfaçage via API qui est en cours de développement et qu'on devrait avoir en tout début d'année, de façon à pouvoir lancer en même temps que le flux de données arrive, un scan de ces données plutôt qu'aller scanner tout le support. Donc c'est vraiment la partie qui arrive de NetBackup qui va passer dans l'outil de scanning. Donc ça, c'est à suivre. Recover, j'arrive à la troisième partie. Donc Recover, là encore, on repart sur le même slide, mais cette fois, on va essayer de le voir complètement à l'envers. On ne va pas penser backup, on va penser recovery. Alors penser recovery, pourquoi j'en arrive là? C'est vous dire qu'on peut très bien s'amuser à utiliser des solutions différentes du marché et pour pouvoir sauvegarder tous ces types de données, parce qu'au final, après tout, il y en a, elles marchent, et puis elles permettent de copier des données. Elles permettent de copier les données, mais est-ce qu'on a pensé vraiment à qu'est-ce qui va se passer le jour de la restauration? Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que là où on aurait pu tout automatiser avec un outil qui gère tout comme NetBackup et utiliser les modules de restauration après sinistre, d'automatisation, d'orchestration, là pour le coup c'est la procédure manuelle, il n'y a pas le choix. Donc vous allez écrire dans un papier ou dans une note, dans un fichier Word, d'abord il faut le restaurer ça, puis arrêter ci, puis recharger ce service, puis faire ça, puis machin. Et puis comme ça bouge beaucoup tout ça, il y a 9 chances sur 10 que le jour de la restauration, dans le meilleur des cas, il y a juste à réparer quelques petites choses. Dans le pire des cas, vous avez oublié de sauvegarder un truc, pas synchronisé, et ça ne marche pas. Donc il faut penser, non pas en termes de backup, c'est ça que je voulais vous dire, c'est de penser en termes de restauration, comment vous allez pouvoir remettre en service une application après un sinistre majeur. Et après, on peut aussi regarder les côtés taux de déduplication, partage des ressources, plan de sauvegarde général. Mais là, vraiment, le message, c'est penser à la restauration et ne pensez pas toujours à la sauvegarde. Alors, Recover, une fois que vous avez votre infrastructure NetBackup et vous avez vos sources de stockage, quelles qu'elles soient, ça peut être encore une fois du cloud, de l'appliance, ça serait dommage de ne pas profiter de toutes les options de restauration dont dispose NetBackup. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas à chaque fois une sauvegarde particulière, c'est la même sauvegarde qui vous permet de faire soit de la restauration granulaire, parce que ce n'est pas forcément un très gros sinistre, soit d'aller faire du bare metal. Quand je parle de bare metal, c'est la restauration complète de serveurs physiques ou de machines virtuelles si le ransomware a cassé l'OS. On a aussi possibilité par la partie instant rollback de relancer plusieurs machines en même temps en faisant du rollback des blocs modifiés depuis la dernière sauvegarde de la machine virtuelle. Il y a aussi des possibilités de continuous data protection, et je vais essayer d'accélérer parce que je pense que j'arrive au bout de mon créneau. Et puis évidemment, le cloud recovery, et ça c'est un point qui est très important parce que le cloud recovery, la force de cette option, de cette possibilité, c'est qu'en fait on va envoyer des données dédupliquées vers le cloud, qui vont rester dédupliquées de bout en bout en fait, du client vers le serveur, vers le stockage, vers le cloud, et ne pas mobiliser d'instances compute dans le cloud. En gros, on va avoir que des données stockées dans le cloud. Et à partir de ces données, on va être complètement capable d'automatiser un recovery d'une application complète, par orchestration, avec un module que vous avez peut-être entendu parler dans le passé qui s'appelait VRP, qui est intégré dans NetBackup, donc Resiliency Platform. Donc l'automatisation complète à partir de blocs envoyés dans le cloud sans avoir mobilisé de ressources compute. J'arrive au bout. Ce qui est important, c'est de se dire qu'au final, tout ce travail qu'on a fait n'a de valeur que si on le teste, que si le plan est testé. Et là, encore une fois, dans cette étude, ce qu'on voyait, c'est que 57% des organisations n'ont pas testé leur plan de DR depuis au moins 2 mois. Alors 2 mois, encore une fois, c'est relatif. 2 mois, ça peut sembler très court, et puis ça peut sembler aussi très long. Moi, je trouve que c'est très long parce que, sachant qu'on reçoit des updates pour corriger des vulnérabilités tous les jours, il y a des attaques tous les jours, il y a des patchs qu'on télécharge, il y a des tas de choses. En gros, vous avez toutes les chances qu'au bout de 2 mois, je ne dis pas que tout est à refaire, mais que le jour de la restauration, il y a quand même des choses qui ne vont pas se passer bien. Donc, je dirais, comment faire pour ne pas faire partie de ces 57%? C'est d'avoir une solution qui vous permet de tester sans casser à chaque fois la production et surtout sans éviter que vos employés viennent tous les week-ends pour aller tester un plan de secours. Donc, avec NetBackup, il est possible de tester une orchestration complète d'un plan de restauration dans un bac à sable et de se vérifier et d'être sûr que ce qu'on a fait, on n'est jamais sûr à 100% encore une fois, mais d'être sûr à 99% que ce qu'on a fait est propre et va marcher le jour où on sera dans une
dans un stress parce qu'on sera dans un cas réel. C'est la dernière. Et une fois qu'on a vu tout ça, je pense que l'idée peut-être c'est de récapituler, parce qu'il y a eu beaucoup de messages, mais au final, il n'y a que quelques best practices à retenir là-dedans. La première, c'est upgrade, net backup and expand. Je pense que le message n'est pas le bon, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est n'essayez pas de combattre les menaces d'aujourd'hui avec les outils de demain. Il est évident que si vous utilisez une version net backup 7.6, au-delà du fait qu'elle soit plus supportée, vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités, vous n'avez pas distant rollback, vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités. Donc, de toute façon, vous allez vous battre à armes inégales. Donc, soyez à jour, utilisez les dernières fonctionnalités, les dernières versions, parce qu'elles sont plus sécurisées, parce qu'elles contiennent plus de prévention d'intrusion et parce qu'ils ont des outils différents. Adoptez l'approche 3.2.1. Vous savez, cette vieille approche 3.2.1 qui était semblée obsolète, c'est 3 copies, 2 formats différents, une à l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a le petit 1 en rouge qui est arrivé en plus, qui vous dit une copie si possible, immuable. Ça va de bon sens. Troisième best practice, pensez en termes de zéro trust, ne faites confiance à personne, parce que là où vous ferez confiance, c'est là que le problème viendra. Donc pensez à limiter les accès en amont, en aval. Testez votre plan régulièrement. Et puis le dernier point, ne laissez pas traîner trop de dark data. Gardez de la visibilité, sachez ce que vous avez, ce qui est important, classifiez vos données. Tout ça, c'est vraiment fondamental. Voilà, j'en ai fini presque pour aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Frédéric Fim, qui va, après la partie théorique, nous parler de cas très concrets avec des expériences quotidiennes. Frédéric, je pense que la parole est à toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus à cette table ronde partenaire. L'objectif que nous avons sur cette session, c'est en fait de vous aider à bâtir votre plan de protection face à une cyberattaque. Et pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 experts à mes côtés, donc qui vont s'appuyer sur, ils vont nous faire partager en fait leur expérience et leur cas concret. Rémi Duménil, bonjour Rémi, vous êtes directeur du pôle design chez Antemeta. Alors le pôle design, j'ai cherché un petit peu la signification, donc je pense qu'il s'agit en fait tout simplement du design et de la production des services managés chez Antemeta. Okay, j'ai tout bon? Parfait. Tout bon. Et donc Sébastien Hurs, bonjour Sébastien, vous êtes directeur technique infrastructure chez SCC. Exactement. Et vous êtes un habitué de l'exercice puisque je pense que c'est la 2e ou la 3e fois qu'on a le plaisir de vous accueillir à cette table ronde. Plaisir partagé. Donc soyez les bienvenus tous les deux et merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être rappeler un certain nombre d'éléments qui me paraissent importants pour positionner ce débat face au ransomware. Le premier élément, ce sont en fait les chiffres, des chiffres qui sont impressionnants, qui sont même quelque part effrayants, qui, autour du risque, voire de la certitude d'être un jour victime d'une cyberattaque. Le deuxième élément, c'est la complexité pour les DSI dans leur tâche de protéger les données. Okay, c'est de plus en plus compliqué. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a bien entendu la complexité croissante des systèmes d'information. Il y a aussi l'accélération de la transformation digitale qui n'a fait que d'augmenter en fait l'exposition à un risque cyber et également augmenter les volumes de données et des volumes de données fragmentés, donc ce qui complexifie effectivement la tâche pour protéger ces données. Et enfin, le troisième élément, c'est que ce risque pour les entreprises, il revêt en fait 3 types de risques. C'est un risque juridique, c'est également un risque financier
Et enfin, c'est peut-être le plus important, c'est aussi un risque d'image. Donc c'est la partie peut-être la plus difficile à appréhender pour les entreprises. Donc ça fait autant de bonnes raisons effectivement d'être bien préparé face aux risques cyber. Et donc j'aimerais commencer par vous poser une première question. Je vais commencer avec vous, Rémi. J'aimerais qu'on commence par en fait que vous nous expliquiez, nous donniez un cas concret d'une situation de crise chez un client victime d'une cyberattaque. Voilà. Qu'est-ce qu'une situation de crise? Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors, de manière assez synthétique, parce que c'est des process et des outillages qui sont assez complexes. On a eu plusieurs cas effectivement cette année, donc pour des questions de confidentialité, on ne va pas les citer aujourd'hui. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le pilotage de l'événement. Et ça, effectivement, ça se traduit par l'activation d'une cellule de crise qui a été anticipée. C'est-à-dire qu'on en parle déjà beaucoup depuis le début de la session. Tout est une question d'anticipation. Donc on active une cellule de crise qui a été préconstruite, aussi bien en termes de process que d'outillage. Le point important, c'est que cette cellule de crise ne se cantonne pas à la DSI, parce qu'elle va, pour résumer, travailler sur 3 grands axes majeurs. La communication, donc interne et externe. Donc on prend bien conscience qu'il y a d'autres entités, métiers de l'entreprise, au-delà de la DSI, qui doivent être partie prenante, dont la direction générale, dont une direction de la communication, avec des communications qui ont été pré-formalisées, où il y aurait juste la partie contextuelle à appliquer. Il y a un point important, je crois qu'on y reviendra un petit peu par la suite, déposer plainte. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un flux en parallèle qu'il faut préparer en avance, le dépôt de plainte, parce qu'on est notamment pour avoir la capacité d'activer les assurances cyber, de pouvoir bénéficier d'une aide, parce qu'il y a des aides d'État quand on vient déposer plainte, notamment d'Annecy, qui vient apporter une expertise dans ces cellules de crise. Et on a effectivement toutes les équipes, on va dire, d'exécution technique, donc là on rentre vraiment dans le métier pur de la DSI, qui vont travailler sur restaurer le système d'information avec des données saines. Donc quand on dit restaurer avec des données saines, ça sous-entend qu'on a un gros travail d'analyse pour détecter, alors voilà, ce qu'on appelle le patient zéro, on peut avoir des terminologies un petit peu différentes, mais de détecter à quel niveau il va falloir qu'on fasse cette restauration-là. Et sur ce point-là, encore une fois, donc, je reprends les termes qu'on utilise depuis le début, l'anticipation. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment de la cellule de crise qu'il faut se poser la question, est-ce que mon système ou mes process de restauration fonctionnent? Parce que la majorité de l'énergie qui va être déployée par ces équipes d'exécution va surtout être focalisée sur la détection de l'événement, à quelle heure il est arrivé, sur quelle machine en premier, et c'est là que doit être dépensée l'énergie. Tout le reste, sous-entendu, l'intendant suivra, le processus se déroulera, et on active les différents éléments les uns après les autres. Ok. Donc pour éviter de se retrouver dans une situation de crise, chez SCC, comment faites-vous pour préparer vos clients à se protéger contre une cyberattaque ? Alors, je voulais juste d'abord rajouter, tout à l'heure, en lisant un petit peu une statistique, je suis tombé sur une statistique intéressante. La quantité de dépôts de plaintes en 2016, 2017, 2018 augmentait de 2% par an. Depuis 2019, c'est 30% par an. Ouais. Donc, probablement d'une part dû à l'accélération du nombre d'attaques par ransomware, mais aussi parce qu'effectivement, à travers l'accompagnement qu'on peut faire auprès des entreprises, elles ont pris plus facilement l'habitude de déposer plainte et de suivre donc des bonnes pratiques liées à l'attaque par rançongiciel. Maintenant, merci de la précision. Je réponds à ta question. Ouais. Nous, de notre côté, chez SCC, on essaie d'accompagner nos clients de manière générale sur toute la chaîne de services qui peut accompagner la mise en place d'une solution de protection contre les rançongiciels. Alors aussi bien sur la partie planification conseil que sur la partie mise en œuvre que sur la partie run, donc exploitation et suivi des productions. À savoir, pour reprendre un autre exemple aussi qui nous est arrivé récemment, les bonnes pratiques sont quand même un élément essentiel de la protection contre les ransomware. Typiquement, c'est cet exemple qu'on a eu là dans une société importante chez nous. Matin, on arrive, lundi matin, c'est une société dans le monde du transport. Tous les camions sont, tous les SI s'est arrêté, les camions sont arrêtés, personne ne sait ce qu'ils contiennent, personne ne sait où on doit livrer, personne ne sait quand on doit livrer, personne ne sait quand on doit récupérer du matériel, personne ne connaît les stocks, catastrophe.
Donc forcément, branle-bas de combat général, tout le monde se met dessus et se met à travailler, comme tu l'as décrit tout à l'heure. Et on cherche donc ce fameux patient zéro. On a des bonnes pratiques depuis très longtemps, mais là, bonnes pratiques, on en parle beaucoup, on ne les met pas toujours en œuvre. Le compte d'administrateur domaine, le mot de passe, c'était nom du client 2019. Bon, je pense qu'on peut faire mieux, il me semble, dans les règles de bonne pratique. Effectivement, on a eu de la chance, on a pu récupérer l'environnement, remettre tout au carré, on a redémarré la production. 6 mois plus tard, même client, après qu'on lui ait dit, bon voilà, il y a quand même des règles à suivre, on va éviter les bêtises. De nouveau, deuxième attaque, deuxième plantage. On se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On vérifie les choses qui devaient être faites, elles sont faites. Et on finit par trouver le patient zéro. C'est un stagiaire chez un sous-traitant qui travaillait chez lui, qui a décidé d'envoyer à un de ses collègues le login password de la base de données centrale par mail. Mail craqué, récupéré direct, les gens sont entrés sur la base et au lieu d'attaquer le domaine, ils ont attaqué la base, ils ont tout corrompu. Bon, donc on revient un peu sur les bonnes pratiques de base. C'est dans les vieilles recettes qu'on fait les meilleures soupes. C'est avec les vieilles recettes qu'on fait les meilleures soupes. Ne pas oublier toujours la base et donc les processus qu'on met en place par défaut depuis très longtemps qui permettent de garantir un peu la sécurité d'accès de manière générale aux data centers, aux applications, aux machines, aux environnements. Et à partir de là, on a déjà gagné pas mal de choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être mises en place et je crois qu'on doit en parler un petit peu plus tard. Parfait. Continuons sur un sujet qui me paraît intéressant, ce sont les services managés. Chez Antemeta, vous avez beaucoup développé des offres de services managés, notamment autour de la data protection, sur les technologies Veritas. D'après vous, quels sont les avantages de telles offres? Quels bénéfices et quels avantages peuvent en tirer les clients? Alors, au-delà des bénéfices d'outsourcer un service, je ne vais pas revenir sur cela, je vais plus peut-être illustrer avec les chiffres qui ont été présentés en début de session par rapport à l'étude que vous avez menée, et puis pour reprendre un peu tout ce que votre CTO a présenté en termes d'innovation technologique. Mettre en œuvre et opérer un service de sauvegarde avec toutes ces technologies-là, avec tous ces éléments-là, ça a un coût. On a vu, il y a un certain pourcentage d'entreprises qui peuvent avoir certaines difficultés à intégrer dans leur budget ces évolutions-là. Parce qu'on l'a vu, effectivement, il y a des nouveaux types d'attaques. Heureusement, on a des sociétés comme Veritas qui font de l'innovation pour pouvoir apporter des solutions technologiques. On l'a vu juste sur notamment la gestion d'une cellule de crise, ce n'est pas que de l'outillage, il y a aussi du process humain. Donc quand on vient prendre un service managé, entre guillemets clé en main, on a la garantie d'avoir une équipe opérationnelle dont c'est le métier, qui le fait au quotidien. Donc déjà, on peut bénéficier, on peut masquer un petit peu les problématiques de sourcing par rapport à l'expertise qu'on doit avoir sur ces thématiques-là, avec des outils comme on a l'échelle sur des plateformes mutualisées, on arrive à faire bénéficier à nos clients qui ont peut-être dans des DSI plus modestes pas forcément les moyens de s'offrir ce type de protection-là. Et le dernier point qui est important, on parlait de la capacité qu'a par exemple un service de sauvegarde d'apporter des éléments pour faire du prédictif dans la détection. Tous ces outillages qui permettent de faire de l'analyse de données, ils sont bons si tant est que la donnée est suffisamment représentative et de qualité. Donc sous-entendu avec des cas avérés, pour éviter effectivement, on a parlé tout à l'heure des faux positifs. Chez Antemeta par exemple, nous, les algorithmes qui permettent de faire ces détections-là bénéficient de l'intégralité du dataset d'Antemeta. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu plusieurs cas avérés cette année. Donc nous, on arrive à avoir cette détection effectivement de faux positifs, de vrais positifs. On a une donnée suffisamment alimentée et suffisamment conséquente pour que ces outils deviennent extrêmement pertinents sur des durées de temps qui prendraient beaucoup plus, des unités de temps qui seraient beaucoup plus longues chez un client qui n'a que son propre dataset. D'accord. Ok, donc en fait, vous démocratisez en quelque sorte déjà une des solutions de type enterprise que vous mettez à la disposition du plus grand nombre et vous faites bénéficier de votre expertise, de votre connaissance de cas réels intégrés dans vos algorithmes de façon à fiabiliser un petit peu. Et de process qui sont... on parlait de bonnes pratiques, donc il y a tous les niveaux de certification. Nous, on a une quarantaine de personnes qui ne font que du backup au run. L'équipe de run
de notre service de backup, c'est 40 personnes qui ne font que ça. Ils ne font pas de l'admin OS, ils ne font pas de l'admin de base de données, ils ne font que de la sauvegarde pour tous les clients qui bénéficient aujourd'hui, qui ont souscrit à nos services managés. Donc ces process, notamment l'activation de cellules de crise, sont des process, qui sont de l'ordre de la routine chez Antemeta, entre guillemets, qui sont testés et qui sont activés plusieurs fois par an, parce qu'effectivement, on a des cas concrets d'activation. Donc on sait les améliorer au quotidien et avoir quelque chose de plus fluide possible, et notamment, comme on est effectivement spécialisé sur cette partie protection de la donnée, on s'inscrit dans des écosystèmes un petit peu... voilà, il y a les équipes clients, il y a des équipes partenaires, donc en plus je profite d'avoir un confrère à côté de moi pour aussi, parce que là on a des messages de peur, attention, en cas de situation de crise, voilà, un peu anxiogène, en cas de situation de crise, je pense que... Nous sommes là. Et surtout, on sait travailler ensemble. D'accord, donc ça c'est quand même un point, je voulais quand même ressortir ça aujourd'hui. On s'inscrit dans des organisations, vous êtes multisourcés, vous avez plusieurs partenaires. Quand on active une cellule de crise, je l'ai dit, elle va au-delà de la DSI, mais au sein de la DSI, elle va au-delà d'un seul partenaire. Donc généralement, on travaille ensemble et l'objectif dans ces événements-là, c'est pas de dire j'ai un compétiteur, c'est de sa faute, pointer du doigt, et à chaque fois, ça s'est extrêmement bien passé avec nos confrères. Parfait, merci de le noter, c'est appréciable. Restons encore sur les services quelques instants. J'ai envie de savoir ce que chez SCC en particulier vous avez développé spécifiquement pour lutter contre les cyberattaques. Voilà, quelles offres de services vous allez porter et proposer à vos clients? La cyberattaque s'inscrit de manière générale en fait dans l'évolution de ce qu'on fait autour de l'accompagnement à la protection des données. Du coup, il y a plusieurs choses que l'on met en œuvre lorsque l'on souhaite avancer sur ces sujets-là avec nos clients. La première, c'est un audit de l'environnement de backup. Donc on va regarder, les best practices, elles ont grandement évolué, on va dire, ces 10 dernières années. C'est un vieux process, le backup, on a toujours l'impression que c'est la même chose, on lance des jobs, hop, ça balance sur de la bande, maintenant c'est sur du disque. Mais en fait, on se dit, ouais, c'est toujours la même chose depuis 30 ans. C'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On parlait d'immuabilité tout à l'heure, typiquement les médias qui étaient utilisés à une époque ont changé, on rechange maintenant parce qu'ils étaient devenus très permissifs aux attaques. Donc il y a pas mal de best practices et de façons de faire qui ont pu revenir de manière un peu plus durcie ces dernières années. Et donc il est intéressant souvent de faire un audit pour se faire une vision de comment les clients utilisent leur backup, comment ils les opèrent, mais également comment ils sont réellement efficaces ou non. Moi je suis toujours surpris de voir la quantité de clients qui ne sont pas toujours très à l'aise quand on leur demande quelle est la quantité de backup qui a réussi et combien a échoué. Donc ça paraît un peu la base, c'est pas un jugement de valeur. Pour pouvoir mesurer, il faut on a besoin d'informations pour pouvoir évoluer. Mon chef a tendance à dire ce qui se mesure s'améliore déjà. Il n'a pas tort. Donc effectivement, toute une approche autour de l'audit de la sauvegarde. La deuxième partie, ça va être une audit de l'environnement de protection périmétrique. La sécurité périmétrique reste quand même une des barrières pour empêcher les ransomware de rentrer. Bien que là, on parle plutôt du cas de figure où les gens sont déjà rentrés dans le SI, mais quand même, ça vaut quand même le coup d'éviter d'avoir trop souvent des attaques par rançongiciel. Et du coup, un audit de la façon dont la sécurité est mise en place est aussi une bonne solution. Une fois qu'on a fait ça, généralement, on propose des workshops pour donner justement ces guides de best practice et la façon dont on va pouvoir orienter maintenant les services de data protection pour tirer au mieux parti des nouveaux risques, des nouvelles menaces et puis des nouveaux besoins. Il y a aussi beaucoup de besoins qui se sont rajoutés ces dernières années. Et puis enfin, la capacité, comme on l'a dit tout à l'heure, en tant que partenaire des entreprises, lorsqu'il y a une situation de crise, on nous appelle, on réagit, on aide immédiatement. C'est bien. Ça paraît pas forcément évident puisqu'on parle souvent de contrats, d'engagement de service, tout ça. N'empêche que quand on est en situation de crise, on est là, on intervient. On ne regarde pas trop comment on va gérer, comment ça va se passer, si on est dans les clous du contrat ou non. Le but, c'est quand même de rétablir la situation et on intervient tous ensemble pour essayer de résoudre les problèmes. Et c'est ce qu'on fait généralement. On a un temps forcément qui est toujours trop long, mais qui est quand même relativement acceptable, eu égard souvent aux dégâts qui ont pu être faits chez les clients. Donc le bénéfice client d'abord, ok, complètement adapté adapté à la situation, à l'urgence. Donc voilà, très centré vers le service client.
Autre sujet qu'on a abordé très rapidement tout à l'heure, ce sont les cyberassurances. Oui. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées par les cyberassurances. Le risque cyber étant un risque systémique, les assurances étant une réponse à ces risques systémiques, ça fait tout à fait sens. Et j'aimerais faire la connexion aussi par rapport aux services managés que vous développez chez Antemeta. Comment ou quels sont vos plans de connexion entre les assurances cyber, vos offres de services managés, et jusqu'où souhaitez-vous aller? Voilà, comment pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet qui est, je pense, passionnant? Alors, c'est vrai que c'est un sujet passionnant et c'est là où on se retrouve, on se rend compte qu'on est dans des métiers où on ne fait pas que de la technique, donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, le constat, nous on le voit avec nos clients, c'est effectivement souscrire à une cyberassurance ou renouveler une cyberassurance existante devient de plus en plus compliqué. D'accord ? Soit on peut se faire tout simplement radier de son assurance pour non mise en œuvre des moyens nécessaires. Bon, après, il y a tout un vocabulaire. Mauvais conducteur, en gros. Voilà, mauvais conducteur, perte de tous vos points. Et on a des clients qui ne sont pas assurés, qui essayent de se faire assurer. Et c'est soit des réponses, des fins de non-recevoir, soit des coûts qui sont presque prohibitifs. D'accord ? Malheureusement, et ça se comprend, parce que le risque augmente, ça se comprend parce que les cas augmentent. On voit que le risque a une croissance démesurée sur ces dernières années. Donc ça, les assurances, elles ont toutes les statistiques, elles ont des études même bien plus poussées que les nôtres. On a aussi malheureusement aujourd'hui une corrélation. Alors, je n'ai pas la légitimité pour challenger cette corrélation-là, qui est faite entre la France est un pays où l'assurance fonctionne bien, donc on a vu une augmentation de ce type d'attaque en France par rapport au reste de l'Europe, voire même au reste du monde. Sous-entendu, les Français sont des bons payeurs parce qu'ils sont bien assurés. Donc les assurances commencent à prendre un peu de recul. On a eu aussi des rumeurs comme il ne faut pas payer, ils vont avoir interdiction de payer parce que c'est considéré peut-être comme du financement de groupes terroristes. Donc il y a tout un amalgame qui est fait en ce moment avec des gros groupes de réflexion autour de ces sujets-là. On a notre PDG qui est effectivement extrêmement engagé sur cette partie-là. Donc, Stéphane Blanc qui fait pas mal de tables rondes avec des assureurs. Et notre objectif, et qui est sur la bonne voie, c'est de pouvoir accréditer ou en tout cas tamponner notre service managé auprès de grands assureurs pour que nos clients qui utilisent ce service managé aient des capacités de pouvoir s'assurer ou au moins de pouvoir s'assurer moins cher parce qu'ils utilisent un acteur de confiance qui a été audité, qui est auditable, qui respecte les bonnes pratiques, qui a des retours d'expérience. Donc c'est dans ce sens-là qu'on œuvre aujourd'hui pour améliorer et apporter un petit peu plus de valeur encore sur ces services managés. Donc tout un travail pour vous faire reconnaître en tant que facilitateur service de qualité, facilitateur à obtenir quelque part, à être assuré une cyberassurance. Ouais. Donc c'est tout à fait intéressant et je pense qu'il y a aussi des phases futures peut-être pour avoir des engagements plus forts encore vis-à-vis de vos clients. Là, on est vraiment au début avec étape par étape. Première étape, se faire connaître, être reconnu en tant que qualité. Une autre question, puisque c'est aussi une tendance importante du marché, ce sont les utilisations des applications en mode SaaS, Office 365, Salesforce, pour parler des plus connus. Donc, chez SCC, quelles sont vos recommandations, vos conseils, vos préconisations pour, on va dire, protéger ces applications, mais également protéger les données? Et faut-il le faire? Alors, je suis un peu provocateur volontairement. Le sujet du SaaS s'inscrit de manière un peu plus générale sur l'introduction dans le système d'information de nouveaux workloads, ce qui arrive maintenant depuis un certain nombre d'années. On a rajouté dans le SI, depuis la virtualisation, un certain nombre de nouveaux sujets sur lesquels les processus de base de la DSI s'appliquent, dont en particulier la data protection. On a rajouté le big data, plein de données, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, bien évidemment, je vais plutôt parler de data protection et pas de backup. Lorsqu'on a 2 pétas de volumétrie, on ne va pas les backuper. Enfin, moi, je veux bien, si vous avez un dossier, vous m'appelez direct. Mais néanmoins, typiquement, résultat qu'on avait eu sur une grande banque, on avait déterminé une partie vraiment faible de ces données, mais c'était quasi impossible de les reconstruire. Et donc, on a déterminé avec eux que ces données, ça avait du sens de les backuper.
on les a backupés. D'autres, il fallait un peu les protéger. Et puis d'autres, on a dit, vous les reconstruirez, donc c'est du scratch, puis basta. L'autre sujet qui est arrivé ces derniers temps, c'était tout ce qui est conteneurs. Les conteneurs, beaucoup de gens les voient encore un peu comme des sujets futurologie, mais ils sont déjà là, ils sont dans le data center. On voit maintenant des applications du commerce qui sont en mode conteneur. Donc il faut les déployer, il faut les manager, et donc il faut gérer la sécurité, déjà la sécurité périmétrique, mais bon, c'est encore un autre sujet, mais aussi la sécurité des data qui sont corrélées à ces environnements-là. C'est aussi tous des nouveaux usages, il faut que l'outil soit capable de le faire. Merci Veritas pour faire quand même un suivi précis et on va dire, vraiment proche. Chaque nouveau workload en fait est pris en compte assez rapidement. Je suis des fois même un peu surpris, j'ai découvert certains avant que je puisse jeter un coup d'œil sur le marché. Donc les conteneurs, le conteneur nous a emmené pas mal sur toutes les problématiques cloud. Le cloud, pendant longtemps, des clients ont cru que le cloud c'était magique et que quand on mettait les choses dedans, c'était sécurisé, tout allait bien. Il n'y avait qu'à appeler. Alors j'espère qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont eu besoin d'appeler les clients. Nous, il nous est arrivé un truc aussi un peu dramatique sur le sujet. Le client nous dit « Ah là là, j'arrive pas à retrouver mes data sur Azure, j'ai backupé sur le cloud. » Donc nous, on dit on les connaît bien, donc on va appeler, on va voir avec eux. Oui, c'est bien d'avoir mis des données sur Azure, monsieur, mais maintenant que vous les avez mis sur Azure, il faudrait peut-être les backuper. Ouais, mais c'est des backups, alors. Bon, ok, d'accord. Donc on a travaillé avec eux, ça a été de la bagarre pendant 3 semaines, ils ont fini par reconstituer les données. Mais pendant 3 semaines, le client avait bien cru qu'il avait perdu l'intégralité de ses backups. Bref. Donc le cloud, ça se sécurise, comme tout le reste, que ce soit basiquement sur le mode IaaS, c'est des VM, donc il faut les backuper. On les backup dans le cloud, pas dans le cloud, on-premise, on copie les données à plusieurs endroits, on fait ce qu'on veut, mais il y a donc une stratégie à mettre en œuvre. Et maintenant, on en arrive aux vrais morceaux de choix qui vont être le PaaS et le SaaS, où là, on a aussi des données qui sont implicitement embarquées dans le service et qu'il va falloir protéger également. Donc pareil, mettre en place une stratégie qui va bien sur le sujet. Il y a des outils pour ça. Quand on a de la chance, ils sont intégrés avec la suite d'outils qui permet de gérer l'intégralité de différentes parts du système d'information, qu'ils soient on-premise, qu'ils soient dans le cloud, qu'ils soient en conteneur, qu'ils soient en big data, qu'ils soient en ce qu'on veut. Et donc, ça doit être traité comme ça l'est de n'importe quel entrepôt applicatif. Le cas le plus criant quand même dans les entreprises, c'est Office 365. Ça fait 2 ans qu'on a du Covid. Ça fait 2 ans que les gens ont pris l'habitude d'utiliser les outils Microsoft pour se connecter entre nous, faire des réunions, mettre des informations dans le SharePoint, tout ça. C'est des données qu'il faut protéger également. On peut mettre en place un certain niveau de protection directement avec les outils cloud, mais bon, souvent, c'est pas en ligne. Si on ne le dit pas, on demande aux clients qu'est-ce que vous souhaitez comme type de protection, souvent, ce qu'ils disent, c'est très au-delà de ce qui est habituellement fait dans le monde du cloud. Donc, on leur dit, maintenant qu'on ne vous a pas dit ce qu'on pouvait faire nativement, vous voyez bien que vous êtes hors scope, et donc, il va falloir qu'on réagisse et qu'on fasse quelque chose de probant. Donc, effectivement, il est important de mettre en place une stratégie avec les outils qui vont bien, qui permettent à travers les API d'aller attaquer les données qui se trouvent dans vos environnements SaaS, Office 365 en premier lieu, et de décider de les protéger comme on le fait avec n'importe quel reste d'environnement du système d'information. Donc ça se fait maintenant de manière, comme on l'a dit, les workloads sont présents les uns à la suite des autres, pas oublier en plus qu'ils sont chacun un nouveau vecteur de capacité d'attaque dans le système d'information, et que donc il faut d'autant plus protéger l'ensemble des solutions supplémentaires. Exactement. Au risque. Ok. Messieurs, merci beaucoup pour ces témoignages, ces éclairages. Cette table ronde touche à sa fin et j'aimerais conclure sur une note positive parce qu'on a vu ensemble, et Daniel nous a, on va dire, brassé l'ensemble des technologies Veritas qui apportent des réponses à des situations complexes. Et puis on a aussi avec vous, grâce à vous, bien des compétences, savoir-faire, méthodologie pour préparer au mieux nos clients face à ce risque cyber. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Et je vais maintenant vous laisser en compagnie de l'expert Stéphane Eberhardt qui va justement parler davantage de tout ce qui est protection des applications SaaS, notamment avec NetBackup SaaS Protection. Merci beaucoup. Merci Frédéric.
Merci encore Frédéric pour l'introduction. Donc je pense qu'on vous a déjà donné beaucoup d'informations en tout cas par rapport aux attaques ransomware, essentiellement en effet sur le SI dans sa globalité, plus essentiellement encore sur la partie on-premise, sur la partie en effet IaaS. Et là, en fait, en ce moment, on va plutôt combler et évoquer les sujets autour de la protection des applications SaaS. Donc la plupart d'entre vous aujourd'hui étudient en effet un grand nombre d'applications type SaaS, l'adoption en tout cas du SaaS, on parle souvent en fait d'Office 365. L'objectif, ce sera bien sûr de savoir, en l'occurrence, et de casser un petit peu les idées préconçues autour de la protection aussi bien du cloud que des applications SaaS. Savoir qu'aujourd'hui, en effet, de la même manière que les environnements on-premise, il est nécessaire de pouvoir ou de devoir protéger ces environnements. Je vais commencer juste par vous rappeler en fait un certain nombre de scénarios ou d'éléments qui ont été activement relayés en effet dans les médias concernant 4 use cases bien spécifiques pour vous rendre compte un petit peu comment en effet les ransomware ou potentiellement une erreur avec les applications SaaS peuvent engendrer une perte de données. Le premier des éléments, potentiellement, vous en avez entendu parler, c'est par rapport à un service provider, un cloud provider qui aurait été impacté typiquement par un incendie dans ces data centers et qui aurait impacté en fait un grand nombre de clients pour accéder en fait à leur site internet. Typiquement, en fait, encore une fois, avant-hier, j'étais avec une amie qui ne connaissait pas grand-chose, en tout cas en termes d'attaque de ransomware ou d'informatique, et quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit « Ah oui, je me souviens bien, en l'occurrence, il y a ce cloud provider où je stockais justement les données de ma société qui ont été inaccessibles pendant un certain temps. » Donc encore une fois, cet impact va jouer sur la réputation de la société, mais aussi sur les coûts engendrés derrière. L'autre point important, et là plus dans un mode SaaS, aujourd'hui on parle d'Office 365, beaucoup. On peut parler aussi d'autres solutions, Google, SFDC ou d'autres offres, mais globalement, on a typiquement un gros cabinet d'audit qui a été impacté par une suppression accidentelle d'un utilisateur qui aurait supprimé 135 000 comptes sur Teams. Alors la question c'est de savoir, ok, bon, une erreur humaine ça peut arriver, mais maintenant c'est comment la réparer. Et vous savez ce que le cloud provider a répondu? C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas restaurer vos éléments. On ne peut pas restaurer vos données. Ça veut dire qu'il y a quand même un gros impact. Ce qui est important en fait de savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la protection de la donnée, et on le verra tout à l'heure, ce sont des responsabilités partagées avec le cloud provider. Le cloud provider va vous proposer en fait un certain nombre de solutions, plutôt pour sécuriser les données, mais pas en l'occurrence pour pouvoir sauvegarder et protéger les données pour pouvoir les restaurer. Mais je l'évoquerai un peu plus tard. L'autre use case, le cas d'usage, c'est malheureusement, donc une société californienne aurait licencié une personne pour faute spécifique, et cette personne a été vexée, et donc elle a voulu supprimer un certain nombre de boîtes aux lettres, elle a supprimé 1200 boîtes aux lettres dans la société. Donc en effet, celle-ci a été condamnée, malheureusement, en fait, la suppression est toujours présente. Donc de la même manière, donc, la société a essayé de demander au cloud provider de pouvoir restaurer ces éléments, impossible de les restaurer. Aujourd'hui, encore une fois, le cloud provider n'est pas responsable de la protection ou de la sauvegarde de ces environnements. Aujourd'hui, c'est vraiment les entreprises, c'est vous qui êtes responsable de vos données. Et ça, c'est vraiment un point important. Et le dernier use case, juste pour présenter le dernier, donc c'est malheureusement une personne, un opérationnel, qui devait supprimer un dossier sur Google, et il a supprimé en fait la totalité du Google Drive. C'est un point aussi important, de la même manière que je l'évoquais tout à l'heure pour Teams ou pour les boîtes aux lettres, aujourd'hui, ça a globalement impacté la société parce qu'il n'était pas capable de restaurer ces données. Juste pour vous présenter un petit peu, en tout cas, l'envergure en tout cas de la problématique et des contraintes. Donc on comptabilise aujourd'hui 40% des utilisateurs qui utiliseraient des applications SaaS seraient impactés par des suppressions de données ou des pertes de données. C'est vraiment un point important. Donc il faut vraiment, sur ce point-là, rappeler en effet ces différentes contraintes que vous pourriez rencontrer en adoptant ces solutions. On parle beaucoup d'anticipation. Ces points-là, en tout cas, sont anticipés. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et faire un petit zoom justement sur quel type d'actions ont été présentées ou faites pour pouvoir établir justement cette perte des données. On peut voir qu'une grosse partie sont liées typiquement à des suppressions accidentelles, une autre partie des suppressions malicieuses, que ce soit interne ou externe. Donc rien qu'en termes de perte de données, on parle de 45% dans ces trois cas-là. On peut aussi voir qu'en haut, un petit peu sur la droite en gras, qu'il y a 22% des pertes de données qui sont liées typiquement soit à un arrêt de service, donc on l'a évoqué tout à l'heure, typiquement si malheureusement il y a un incendie dans un data center, ça peut directement impacter les données des clients ou des entreprises, mais aussi potentiellement par rapport à de l'encryption de la donnée. On en parle depuis le début, on parle un petit peu de ransomware, on a évoqué
en l'occurrence comment potentiellement le ransomware pouvait impacter en fait la production, là ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer peut-être un peu plus dans le détail, ou du moins rappeler comment fonctionne un ransomware dans sa globalité. Le ransomware, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un malware. Le malware, c'est juste un software malveillant, un logiciel malveillant, un logiciel qui vous veut du mal. Donc c'est un logiciel potentiellement qui pourrait supprimer des données, mais il peut être aussi encore un peu plus intelligent. Et c'est ce qu'on appelle un ransomware. Le ransomware dans sa globalité, le premier objectif, c'est de se dire je vais encrypter des données afin de pouvoir demander ce qu'on appelle une rançon aux entreprises. C'est souvent généré par des systèmes ou des entreprises criminelles ou la cybercriminalité. Et donc ça peut réellement impacter aujourd'hui les entreprises. Maintenant, ça, on va dire que c'est le plus basique. C'est-à-dire que vous allez encrypter les données, le ransomware va encrypter les données, vous allez avoir du mal à accéder à vos données, à l'organisation et à tout ce qui est compte d'administration. L'objectif de cette approche, c'est vraiment déjà de vous demander une rançon, mais après, malheureusement, même si vous payez cette rançon, rien ne vous garantit qu'un jour ou l'autre, ces données ne seront pas encryptées à nouveau. Ça, c'est vraiment un point important. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'anticiper le fait que, en effet, vous allez payer cette rançon, vous allez pouvoir restaurer les données ou accéder à vos données, cependant, un jour ou l'autre, rien ne vous garantit que vous n'allez pas encore être impacté par ce type de choses. Donc la restauration ou la sauvegarde de ce type d'application est vraiment important. L'autre point dans le ransomware, potentiellement des ransomware encore un peu plus intelligents, qui pourraient encrypter les données, mais aussi les copier en local, dans le but de pouvoir réutiliser les données personnelles, de pouvoir les revendre, et potentiellement aussi de pouvoir partager ces données en public. Ce qui pourrait donc contraindre et impacter l'entreprise en termes de responsabilité, en termes de réputation, bien sûr aussi en termes de coûts. Et encore une fois, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, quand j'ai parlé justement à mon amie, donc c'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a quelques mois, elle s'en est souvenue et elle connaît justement l'histoire, le fait que justement la production a été impactée par rapport à ces applications métiers. Donc ça, c'est réellement des points importants à prendre en considération parce que le ransomware peut toucher n'importe qui, n'importe quelle société, que ce soit aussi bien sur du on-premise, que ce soit aussi bien sur du SaaS. Maintenant, à ça, s'ajoute un certain nombre de sujets ou d'idées plus ou moins préconçues. La première des idées qu'on pourrait se poser, moi, je suis tranquille, aujourd'hui, j'ai mon application qui se trouve dans le cloud. Globalement, le cloud est protégé contre la ransomware et en plus, mes données sont sauvegardées. Il y a encore quelques personnes qui pensent que, justement, tout est protégé dans le cloud. Malheureusement, c'est une idée fausse. Aujourd'hui, la protection, encore une fois, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que le cloud ou le service provider va vous proposer en fait un certain nombre de fonctionnalités, très bonnes fonctionnalités, pour vous apporter des services additionnels d'encryption, de sécurité, mais en rien autour de la sauvegarde. L'autre question qui peut se poser, c'est de dire, moi en fait finalement, ok, admettons que le cloud est touché, que mon IaaS est touché, mais moi j'utilise des applications SaaS. Et finalement, les applications SaaS, potentiellement, elles ne seront peut-être pas touchées. Il faut savoir encore une fois que les ransomware sont de plus en plus intelligents. Donc ils sont développés aussi potentiellement pas seulement pour attaquer l'environnement local, mais aussi pour pouvoir s'interfacer avec les applications SaaS. Donc encore une fois, si vous utilisez ou vous adoptez en fait les applications SaaS ou du cloud classique, vous pouvez être impacté par ce type d'attaque. Et l'autre point, le dernier point qui pourrait être aussi évoqué, c'est le fait qu'aujourd'hui, finalement, ok, je peux être touché sur mon application SaaS, mais finalement, en local, c'est essentiellement les données en local qui peuvent être impactées. Alors, dans ce cadre-là, on peut dire oui et non. Parce que quand vous utilisez une application SaaS, par exemple, on va prendre un Google Drive ou un OneDrive, ou toutes les applications, en effet, qui nécessitent des données en local avec des réplications, vous pourriez être impacté, encrypter ces données, enfin les données pourraient être encryptées et répliquées directement sur le cloud provider. Et ça, c'est vraiment un élément important. Ça veut dire que toutes les données que vous avez en local, qui sont liées typiquement à votre OneDrive, donc à un file system, pourraient être impactées, encryptées, et dans ce cas, inutilisables. De la même manière que depuis le début, en fait, je l'évoque, si aujourd'hui cette donnée est inutilisable, c'est de savoir comment vous allez pouvoir restaurer et récupérer cette donnée. Et ça semble en effet compliqué si vous n'avez pas d'outil de sauvegarde. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est de se dire qui pourrait en fait développer ou lancer ce type de ransomware. Il faut savoir comment s'active le ransomware. N'importe qui peut être impacté ou lancer un ransomware. Aujourd'hui, il suffit juste d'un clic. Un clic pour lancer ce ransomware. Que ce soit un lien, que ce soit un exécutable, que
que ce soit un mail, un SMS, ce genre de choses, vous pourriez lancer le ransomware. Je pense que la plupart d'entre vous ont des formations autour de comment se prémunir, comment faire attention justement à éviter de lancer n'importe quel message qui pourrait être malveillant. Cependant, il suffit d'être débordé ou de penser à autre chose pour pouvoir juste cliquer en effet sur un élément et activer ce ransomware. Moi, typiquement, aujourd'hui, j'ai souvent en fait des SMS qui me disent relance le diff, ou sinon, globalement, j'ai un colis qui m'attend justement à la poste, alors que j'ai rien commandé. Et ces mails et ces SMS sont réguliers, sont ponctuels et réguliers. Donc, c'est des éléments importants à prendre en considération. Ça veut dire que quelle que soit la personne, qu'elle soit très bien formée, très bien informée par rapport en fait à ce type d'attaque, elle peut être aussi impactée par ce genre d'attaque. Maintenant, l'autre point aussi important, c'est de se dire que on peut se dire que uniquement l'administrateur pourra impacter la totalité de mon organisation. Malheureusement, ce n'est pas uniquement l'administrateur. Il suffit qu'un utilisateur classique qui a peu de droits, qui reçoit ce type d'éléments avec un lien frauduleux, lui-même peut activer typiquement le ransomware en cliquant sur le lien, même s'il sera dormant, comme l'évoquait tout à l'heure Daniel. Un jour ou l'autre, celui-ci pourra être activé pour être propagé dans toute l'organisation. Donc on n'a pas besoin d'avoir des droits super administrateurs pour pouvoir en fait impacter toute la société ou toute l'entreprise. Ça encore, c'est un des points importants. Là, en tout cas, où je souhaite vous alerter, c'est de se dire que maintenant, admettons que je suis contaminé par un ransomware, que j'utilise des applications SaaS, du cloud, c'est comment je restaure en fait mes données. Vous pouvez vous dire que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la question c'est est-ce que finalement j'ai vraiment besoin d'une solution de sauvegarde de mon environnement SaaS? Je parlais tout à l'heure d'un petit peu de responsabilité partagée. La responsabilité partagée, ça parle de quoi? C'est-à-dire que dans le contrat que vous avez avec votre cloud provider, il sera responsable d'un certain nombre de tâches, de disponibilité, de niveau de service, mais rien, encore une fois, de la sauvegarde et la protection de votre environnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos données, vous êtes les responsables. Encore une fois, je le répète plusieurs reprises, parce que c'est vraiment votre responsabilité. Certains d'entre vous vont dire, écoutez, moi, les services que me propose mon cloud provider sont largement suffisants pour répondre à la problématique, mais le jour, en effet, vous allez être attaqué par un ransomware ou autre, ou une suppression de données, pour pouvoir restaurer la totalité des informations, ça risque d'être très, très compliqué. Le deuxième argument, vous allez me dire, OK, par exemple, chez Microsoft, ce qu'ils me proposent, c'est potentiellement de la réplication. La réplication peut être utilisée, et ils le présentent comme une solution de sécurité ou de protection. Aujourd'hui, la réplication, ça n'a jamais été en fait une solution de protection ou de sauvegarde. Ça va répliquer en effet un site A vers un site B, mais cependant, si cette donnée est encryptée, chiffrée ou supprimée, la réplication sera faite de la même manière. Et vous n'allez pas pouvoir retrouver les informations. Même si potentiellement vous pouvez jouer avec des rétentions, mais en l'occurrence, ça sera très très compliqué de retrouver la totalité. L'autre point important, on parle souvent des corbeilles, en se disant c'est bon, moi j'ai supprimé mon élément par erreur, et potentiellement je pourrais le restaurer. Ça arrivera peut-être pour un élément, 2 éléments, seulement si en effet vous avez un nombre d'éléments limité supprimés, et si justement vous pouvez restaurer en fait les éléments dans la rétention qui est adaptée ou raccrochée directement à la corbeille. Il faut savoir que les rétentions en général sont assez limitées, parce que le stockage a un coût, mais aussi parce que c'est configuré dans le dur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous supprimez une boîte aux lettres, un mail, un Teams, un fichier, vous allez potentiellement l'avoir dans une corbeille, mais durant une période limitée. Si un administrateur a ces éléments, a un accès à toute la volumétrie qui est supprimée, comment il va restaurer ces éléments? Il faut savoir qu'il n'y a pas d'arborescence, rien de particulier. Il va juste voir tous les éléments, et la problématique, c'est comment retrouver un élément qu'il devra restaurer. Ça risque d'être très 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 compliqué. Maintenant, le dernier point, qui pourrait être partagé, je vous le partage parce qu'on me l'a déjà remonté, c'est de me dire, moi, je ne risque rien. Aujourd'hui, j'ai différents buckets qui m'ont été proposés. J'ai pris le bucket maximum de mon cloud provider, donc je ne risque rien. De la même manière que je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, la protection et la sauvegarde de votre environnement n'est pas gérée et traitée par votre cloud provider. C'est contractuel. Ça veut dire que dans tous les cas, si malheureusement il y a une erreur qui est faite, que ce soit en effet quelque chose de malicieux, quelque chose de volontaire ou d'accidentel, il sera nécessaire pour vous de restaurer vous-même les données. Et le cloud provider ne sera pas là pour pouvoir répondre à cette requête. Il ne pourra pas répondre positivement à cette requête. Donc c'est vraiment important de voir typiquement la protection de vos environnements on-premise de la même manière pour les applications SaaS ou pour les applications cloud. Aujourd'hui, il faut vraiment protéger de la même manière. Après, tout dépend encore une fois du risque que vous souhaitez en fait avoir. Maintenant, la solution qu'on propose chez Veritas, qui s'appelle NetBackup SaaS Protection, vous permet en fait de
positionner et de sauvegarder et de protéger ces environnements SaaS. Quand on parle d'environnement SaaS, on parle aussi bien d'Office 365, on parle de Google, on parle de CFDC, et globalement, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'élargir ce type de workload pour protéger un maximum d'environnements type SaaS. Le gros intérêt premier en fait, de cette solution, c'est que finalement, le stockage sera typiquement dédié et totalement différent de ce que vous avez en production. Ça veut dire qu'on l'a évoqué tout à l'heure, quand Daniel l'a évoqué, on a une stratégie qui s'appelle le 3-2-1, quelque chose d'assez connu, une best practice en termes de backup, c'est d'avoir 3 copies, 2 copies locales ou sur différents supports, et une autre externalisée. L'objectif, c'est vraiment d'avoir cette copie externalisée sur un autre type de support qui sera NSP. L'objectif aussi de NSP, c'est que finalement, le type de stockage qui sera utilisé, ça va être un stockage immuable. Donc la donnée ne pourra pas être altérée. Donc même si, malencontreusement, il y a un ransomware, il y a un droit d'administration, une personne qui souhaite supprimer ou qui souhaite accéder ou modifier une donnée, cette donnée ne pourra pas être modifiée parce qu'elle est sur un stockage immuable, donc elle ne pourra pas être altérée. L'autre point important, c'est que NSP, donc Net Backup SaaS Protection, vous permet d'avoir un environnement dédié comme je l'évoquais précédemment. C'est qu'on sera capable aussi de vous garantir des performances de restauration et aussi des performances de sauvegarde. Donc, on aura la possibilité, sachant que cet environnement ne sera pas partagé avec d'autres clients, de vous proposer en fait des niveaux de service, en tout cas de garantir des niveaux de service. L'autre point important aussi, c'est vraiment qu'aujourd'hui, cette donnée est packagée, est une solution SaaS, c'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure, vous n'avez pas besoin de monter un environnement bien spécifique. Tout est fourni, clé en main, géré par Veritas, sans avoir à installer un environnement bien spécifique en termes d'infrastructure. Ça, c'est vraiment des points importants. Donc globalement, pour résumer un petit peu comment on se positionne, c'est que la solution NSP va vous permettre d'avoir une solution scalable et à haute performance. Donc c'est-à-dire que quel que soit votre environnement, que ce soit 1000 utilisateurs ou 100 000 utilisateurs, cette solution sera dédiée à votre entreprise et vous permettra en fait d'avoir les meilleures performances aussi bien de sauvegarde et de restauration. C'est vraiment un environnement dédié. L'autre point, c'est qu'en termes de disponibilité et de sécurité, il est important de dire que cette solution est hébergée dans les clouds Azure. C'est qu'aujourd'hui, tous les niveaux de sécurité que vous avez par exemple acceptés avec Office 365 sont aussi les mêmes avec la solution NSP. Sauf que l'environnement est totalement différent. C'est un contexte qui est totalement dédié sur un tenant Veritas qui vous sera dédié à vous-même. L'autre point aussi important, c'est par rapport à l'utilisateur final. Aujourd'hui, NSP propose une solution personnalisée, une interface personnalisée où l'utilisateur final pourra retrouver toute l'arborescence de ses fichiers. Que ce soit par exemple sur Office 365, sur son arborescence SharePoint, sur la partie OneDrive avec tous ses dossiers, sur la partie Exchange où il retrouvera encore une fois tous ses dossiers. Donc globalement, il ne sera pas du tout perdu. Donc l'interfaçage et l'approche sera totalement transparente et il pourra restaurer un élément assez rapidement et simplement. L'autre point important, c'est qu'en termes de restauration, cette même interface sera aussi disponible aux administrateurs. Ça veut dire que même l'administrateur, avec des droits de délégation bien spécifiques, à ses fins, aura la possibilité juste de gérer potentiellement un serveur de messagerie, une entité OneDrive, un site SharePoint. Donc on sera capable en fait, de travailler et de gérer la finesse sur cette partie-là. Et quand je parle en fait, d'interface utilisateur, c'est que globalement l'utilisateur pourra aussi restaurer de manière différente. Soit il sera capable de restaurer un élément dans sa boîte aux lettres, dans son OneDrive, soit il sera capable de restaurer directement sur ce poste de travail, ou l'administrateur sera capable d'extraire une boîte aux lettres globale. Il arrive régulièrement que pour des sorties d'utilisateurs ou des activations d'utilisateurs, vous nécessitez en fait d'exporter toutes les données de cet utilisateur sous un format PST. Aujourd'hui, vous serez capable en fait de le faire directement avec NSP, avec uniquement les sauvegardes. L'autre point qu'on a évoqué précédemment, on parlait justement de l'utilisation des data centers Microsoft, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie aussi de toute la localisation et de tous les data centers. Donc, on compte plus de 50 data centers dans le monde. Donc, ça veut dire que par rapport aux réglementations locales, que ce soit aussi bien aux US, en Asie ou même en Europe, on sera capable d'y répondre. Donc, on a la possibilité, suivant la localité des différentes entreprises ou des entités, de pouvoir s'interfacer avec les solutions locales. Et le dernier point, c'est qu'en effet, on parle beaucoup de backup. Aujourd'hui, on a aussi dans NSP des solutions d'indexation ou de recherche légale. Ça veut dire que globalement, on a un moteur de recherche qui est intégré, c'est-à-dire que tous les éléments qui seront capturés pourront être indexés.
ce qui facilitera grandement en effet la recherche d'un élément. Typiquement, si un utilisateur a besoin de retrouver un élément, il a juste un mot-clé, il sera capable en fait de retrouver cet élément en utilisant ce mot-clé avec le moteur de recherche et pouvoir le restaurer assez rapidement. Cette fonctionnalité est aussi utilisée pour l'archivage légal. Si vous avez des enquêtes régulières en interne avec le régulateur ou avec la compliance, vous avez la possibilité de générer et créer ou personnaliser des requêtes locales par rapport à des mots-clés, créer ce qu'on appelle des cases, ou typiquement loquer certaines données avec des rétentions bien spécifiques pour pouvoir effectuer des recherches. Et tout ça avec des rétentions infinies. Quand je parle de rétention infinie, je ne vous dis pas qu'il faut rajouter un coût particulier ou ce genre de choses. Tous les coûts sont intégrés dans la licence, c'est-à-dire avec une rétention infinie. Si aujourd'hui vous avez 1 an, 10 ans, 20 ans, le coût sera exactement le même. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, NSP, c'est quoi? C'est une solution qui vous permettra en fait de sauvegarder automatiquement votre environnement. Certains acteurs se vantent en effet de pouvoir lancer des sauvegardes 4 fois par jour. Aujourd'hui, avec NSP, on est capable de pouvoir sauvegarder toutes les heures, voire toutes les 15 minutes. Donc c'est quelque chose quasiment continu. Donc c'est vraiment une sauvegarde qui se fait de manière continue, ce qui vous évite et ce qui réduit vraiment le perte de données. Et c'est quelque chose qui est configuré directement sur la solution et qui se fait automatiquement. L'autre point important, c'est aussi l'optimisation de la bande passante. Quand on parle de la protection NSP, quel que soit encore une fois l'environnement SaaS, on parle en tout cas des environnements SaaS supportés, on sera capable d'optimiser et de déplacer uniquement le delta des données. Ce qui facilitera et ce qui optimisera aussi fortement les performances, aussi bien pour la sauvegarde que pour la restauration. Tout à l'heure, je parlais aussi de la restauration utilisateur. Avec NSP, vous avez en fait une interface vraiment personnalisée où vous pouvez sélectionner juste un élément avec des gestions aussi potentiellement de versionning, avec des rétentions bien spécifiques et de retrouver rapidement un élément pour pouvoir le restaurer. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de vous dire que cet élément peut être restauré à n'importe quel endroit. Donc, vous souhaitez le restaurer dans votre boîte aux lettres, dans une boîte aux lettres d'une personne qui est une délégation, en local ou exporté sous forme de PST, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que vous avez quand même une certaine flexibilité. Et tout ça de manière performante, avec justement une restauration granulaire, que ce soit aussi bien sur du SharePoint, parce que j'en parle souvent, donc typiquement la possibilité de gérer un certain nombre de sites à Internet avec les permissions liées à ce site, de la même manière qu'une restauration Teams. C'est juste pour vous dire et rappeler un petit peu sur le use case que j'évoquais au tout début de la présentation, c'est qu'il y a certains clients, malheureusement, qui ont dû supprimer des données, d'autres qui ont été attaqués par des ransomware. Donc sans sauvegarde de ce type-là, il est quand même assez compliqué pour eux de pouvoir restaurer des éléments. Aujourd'hui, on apporte un certain nombre d'options, un grand nombre d'options pour pouvoir répondre à ces problématiques. Maintenant, pour finaliser et conclure un petit peu comment se positionne NSP, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, la sauvegarde de votre environnement SaaS, il est quasiment indispensable. À partir du moment où vous adoptez, que vous mettez des éléments en production dans l'application SaaS, que ce soit aussi bien du OneDrive pour potentiellement remplacer les serveurs de fichiers, la messagerie qui était en local que maintenant vous mettez dans le cloud, il est indispensable d'avoir une solution de ce type-là. NSP va vous proposer en fait une solution performante, granulaire, avec justement un certain nombre d'options que vous pouvez fournir ou proposer à vos utilisateurs finaux, et tout ça de manière transparente et assez rapide à mettre en place. Parce que la solution, encore une fois, est une solution SaaS, donc pas besoin d'environnement, pas besoin d'infrastructure. Encore une fois, pour résumer un petit peu et conclure par rapport au positionnement de Veritas, vous l'avez compris, aujourd'hui on gère maintenant depuis plus de 20 ans la protection des environnements on-premise, virtuels, cloud, IaaS, PaaS et même SaaS avec NetBackup SaaS Protection. NetBackup SaaS Protection, c'est juste une option ou un add-on à NetBackup. Il y a une intégration globale entre les deux et ce qui permet en effet de répondre à toutes vos problématiques en termes de protection d'information. Voilà ce que j'avais à vous présenter. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas à venir me voir, en tout cas, si vous avez des questions additionnelles. Merci.
quelle assiduité! Après quelques heures en session virtuelle, d'abord je remercie nos clients et partenaires pour leur assiduité en présentiel, en portant ce masque qui nous est cher aujourd'hui. J'ai noté l'intérêt des questions aussi de l'ensemble des participants en mode distanciel, puisque nous avons répondu aussi avec assiduité à l'ensemble de vos questions. Bon, j'espère que la session a été profitable pour toutes et tous, qu'on a répondu à vos attentes. On sera ravis de venir vous voir et d'organiser aussi un certain nombre de sessions, de webinars, comme on dit, de sessions avec nos partenaires à votre disposition. Nos collaborateurs se tiennent toujours à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questionnements. Je voudrais remercier l'ensemble des contributeurs pour avoir participé à cette session, l'ensemble des présentateurs, et vous souhaite une très bonne soirée en espérant que notre futur soit encore plus prometteur que les 18 derniers mois que nous avons passés ensemble. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.